Est-ce que j'ai le son? Mais ça ne marche pas. C'est bon. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, bienvenue sur notre webinaire donc, dédié à la chaleur solaire en Occitanie. Nous allons démarrer dans quelques minutes. Je laisse 1 ou 2 minutes le temps aux retardataires de se connecter. Vas-y, vas-y. Voilà, on est au niveau du. Il y avait du monde à l'Assemblée? Il n'y avait que les représentants des sections. Ah, d'accord. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Est-ce que vous pourriez le couper, s'il vous plaît? Normalement, tous les micros doivent être fermés. Ah oui, passer le micro. Bon, donc nous allons démarrer ce webinaire. Alors, merci à toutes les personnes qui sont connectées. Donc, ce webinaire vous est présenté aujourd'hui donc par Enerplan, Socol et l'ADEME, Direction régionale Occitanie. Et nous avons également l'intervention du bureau d'études Texol qui est prévue à la fin de ce webinaire. En première partie, nous allons refaire un point un peu global sur la chaleur collective et les outils Socol qui peuvent vous accompagner dans les projets. Ensuite, l'ADEME donc, nous présentera l'accompagnement des projets au niveau de l'Occitanie et puis nous aurons des retours d'expérience concrets qui seront présentés par Texol. Donc, pour démarrer, un petit point sur l'état de la filière, les atouts et les enjeux pour la chaleur solaire collective en 2021 et également l'accompagnement disponible sur le site Socol. Donc, je suis Edwige Porcher, coordinatrice de projet chez Enerplan. Rapidement, pour rappeler le contexte, Enerplan, nous sommes le syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Et depuis 1983, nous représentons les intervenants, donc tous les acteurs de la filière, à la fois sur le secteur du solaire photovoltaïque et évidemment également du solaire thermique, que ce soit pour l'individuel ou pour le collectif. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le secteur du collectif, qui est animé grâce à la filière par le biais de l'initiative Socol, qui a été initiée en 2009 par Enerplan. Et donc, depuis 12 ans, nous avons le soutien de l'ADEME dans cette initiative et depuis 2013 également celui de GRDF. Ça représente aujourd'hui, en 2021, près de 3000 membres qui sont connectés sur cette plateforme Socol pour bénéficier des avantages qui sont proposés au niveau du site. Et donc également, cela permet de regrouper des experts pour contribuer à la réalisation d'outils et diffuser les bonnes pratiques. Donc ces outils, on les retrouve sur le site Socol. Ils nous permettent de mettre l'accent sur justement les forces de la filière solaire thermique et également d'accompagner la filière dans les bonnes pratiques par le biais d'un site internet et de diffusion d'informations et également d'événements nationaux ou en région comme aujourd'hui pour être au plus proche des acteurs. Nous avons depuis plusieurs années réalisé un certain nombre de webinaires. Donc, les plus récents, vous les retrouvez ici. Je ne vais pas les détailler, mais sachez qu'ils sont disponibles en replay sur le site Socol.
Pour en bénéficier, il vous suffit de devenir membre, c'est complètement gratuit. Il suffit d'en faire la demande, en fait, ça prend quelques minutes. Et donc, vous pouvez accéder au replay des webinaires sur la partie membre du site Socol. Ça vous permet aussi d'avoir accès aux newsletters. Donc, après ce petit rappel, revenons sur la chaleur solaire collective en 2021, comment se situe la filière. Donc, on voit ici un point global sur la filière. Donc, pour rappeler que même si depuis quelques années, la croissance diminue, on a quand même un certain nombre d'endroits qui sont équipés. Et donc, ça nous permet quand même d'avoir une puissance potentielle sur un parc de solaire thermique qui représente aujourd'hui 2,3 gigawatts et plus de 3300 milliers de mètres carrés. Alors, par rapport à l'Occitanie, on voit ici que c'est une des régions qui est les mieux pourvues en solaire thermique. On est parmi au niveau de la métropole, les 5 régions les mieux fournies. Et donc, voilà, 393 000 mètres carrés. Malgré tout, comme je le disais, de manière globale, le marché, depuis 2012, perd de la puissance au niveau du nombre d'installations annuelles. Donc, c'est en grande partie dû au changement de la RT 2012 qui ne favorise pas forcément les ENR, mais en particulier le solaire thermique dans le neuf. Mais c'est également dû à certaines idées reçues qui ont créé une certaine perte de confiance de la part notamment des maîtres d'ouvrage. Donc aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est donner les éléments pour permettre au projet de repartir dans cette confiance. Et donc, nous allons voir pourquoi on peut avoir confiance et pourquoi aujourd'hui on peut relancer de façon plus massive les projets par rapport à tout ce qui a été mis en place par la filière pour structurer et garantir la performance des projets. Donc, tout d'abord, la chaleur solaire, c'est une énergie qui correspond à un besoin qui est à peu près la moitié des besoins énergétiques. Donc, on parle beaucoup, lorsqu'on parle de solaire, d'électricité, mais la majorité des besoins, elle se fait quand même dans la chaleur. Et la chaleur solaire apporte une réponse directe aux besoins de chaleur, avec une énergie restituée qui est plus élevée au mètre carré par rapport à une technologie électrique, et également avec un stockage qui est inclus par essence. On parle beaucoup d'autoconsommation au niveau du solaire photovoltaïque, mais le solaire thermique, c'est une solution d'autoconsommation par définition, puisque le stockage fait partie intégrante de la solution. De plus, on a un recul aujourd'hui sur cette technologie. Depuis plus de 40 ans, on a des fabrications qui se font et qui s'installent en France et en Europe, avec une restitution très élevée du rayon solaire, et on a des installations qui aujourd'hui fonctionnent toujours et qui ont plus de 30 ans. Donc c'est quand même quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, avec bien entendu, et ça c'est aussi quelque chose de très important, des fabricants qui sont présents sur le sol français et européen. On est toujours exportateur net en France, donc on peut s'appuyer sur des fabricants locaux. Donc ça a un impact environnemental intéressant, avec une empreinte carbone assez limitée, et surtout une technologie qui est complètement recyclable. Donc quelque chose à prendre en compte aussi. Et également, évidemment, sur cette expérience qui s'étale aujourd'hui sur plusieurs décennies, les acteurs ont su s'adapter, donc non seulement au niveau de la technologie, puisqu'on peut répondre à tout type de besoin, que ce soit en eau chaude, en chauffage, mais également sur différents types d'applications. Donc, par exemple, sur le médico-social, où on a des problèmes spécifiques par rapport à la légionnelle, on a la technologie de l'eau technique. Sur des technologies sur lesquelles on a des variations de d'usage plus importantes, on a aussi des solutions qui permettent de s'assurer qu'on n'a pas de problème au niveau de la surchauffe. Et donc, on a également aujourd'hui des applications qui se développent aussi dans des industries et dans les réseaux de chaleur, avec des tailles beaucoup plus importantes, des milliers de mètres carrés qui sont installés.
Mais la filière, elle s'est adaptée au niveau technique, mais elle s'est également adaptée au niveau économique, puisque aujourd'hui, on a des acteurs qui proposent aussi des solutions complètes de production d'eau chaude avec zéro investissement de la part du maître d'ouvrage ou de l'utilisateur. Donc tout est en place au niveau de la filière pour répondre à toutes les demandes de la part des maîtres d'ouvrage. Tous les projets vont pouvoir bénéficier de la chaleur solaire du moment, bien sûr, où c'est pertinent. Du point de vue de la garantie, de la fiabilité des projets, la filière s'est structurée. On a des qualifications qui existent, des formations qui existent et des outils qui sont en place à chaque étape du projet. Ces outils, j'y reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais tout est en place pour garantir le bon déroulement fluide d'un projet, de l'avant-projet jusqu'à la vie d'ouvrage dans les mois et les années qui vont suivre. Donc, je voulais vous présenter d'abord quelques fiches, en fait, quelques retours d'expérience rapides qui sont en fait présents sur le site Sokol. Donc, vous pouvez les regarder de manière plus détaillée si vous le souhaitez en allant consulter le site Sokol. Donc, il y a des fiches et des vidéos à votre disposition dont sont extraits ces quelques éléments. Alors aujourd'hui, j'en ai simplement une petite partie. Donc, par exemple, cette résidence à Bayonne, sur lequel on couvre quasiment 60% des besoins, en bénéficiant aussi du réchauffage du bouclage ECS. C'est une technologie qui est depuis l'année dernière, éligible aux aides du Fonds Chaleur. Donc ça, tout à l'heure, Adrien Vasilevski de l'ADEME y reviendra précisément au niveau de l'ADEME. Et on a ici donc des performances qui, sur le suivi, montrent qu'on est en dessus de ce qui était prévu au départ. Donc là, on est sur une installation à Bayonne. Ici, je ne vais pas m'y attarder parce que donc, Nicolas Peffer y reviendra beaucoup plus en détail tout à l'heure et nous avons également une petite vidéo sur le site Sokol, mais une maison de retraite également près de Perpignan sur lequel on couvre près de la moitié des besoins. Donc là, on est sur un système en eau technique, comme je le disais tout à l'heure par rapport aux contraintes de Légionnel. Une usine donc, qui date un peu aujourd'hui, mais qui est sur à côté également de Perpignan, à Rivesaltes, qui est sur de l'industrie. Donc, on a aussi 60% des besoins couverts. On s'éloigne un peu de l'Occitanie, mais dans le sud toujours, à Gémenos, pas loin de Marseille, donc une piscine municipale. Donc là aussi, nous avons une vidéo si vous souhaitez avoir plus de détails sur le site avec le témoignage du maître d'ouvrage. On est à 74% des besoins. Et ici, une région un peu moins ensoleillée, mais on est quand même à presque 60% des besoins aussi, dans un domaine un peu différent puisqu'il s'agit de l'élevage, un élevage de veaux. Donc là également, une vidéo que vous pouvez visionner si vous le souhaitez pour avoir un peu plus de détails. Encore plus dans le nord, donc sur un système de station de lavage. Donc une usine très ambitieuse avec presque 1300 m² de capteurs. Donc on voit que on arrive sur des régions également un peu moins ensoleillées à avoir des installations qui sont pertinentes. Et puis là encore une vidéo que je vous invite à aller visionner sur le site Sokol, puisque c'est la ville de Montmélian qui fait depuis près de 40 ans fonctionner une grande partie des installations sur justement une production de chaleur solaire. Et vous entendrez sur ce témoignage la maire de Montmélian qui explique que sur certains de ces logements aujourd'hui, eh bien les propriétaires ont une eau chaude gratuite. Donc là, on a vraiment la preuve par le retour d'expérience qu'il est possible sur la durée d'avoir, grâce à la chaleur solaire, vraiment de l'eau chaude à prix réduit, voire complètement gratuite sur la durée. Donc aujourd'hui, on a vu une technologie qui fonctionne avec des retours d'expérience qui montrent que les installations peuvent procurer réellement des économies d'énergie sur la durée. Qu'on va également voir, c'est que les projets, la filière s'est structurée pour permettre aux acteurs, aux maîtres d'ouvrage, mais à tous les acteurs et bien évidemment aussi du projet,
de s'appuyer sur une méthodologie, sur des outils pour avoir une performance garantie, durable sur les projets. Donc ces outils Socol, vous les retrouvez sur le site Socol en accès libre et gratuit, complètement disponible. Cette boîte à outils, elle va s'étaler sur chaque étape du projet. Donc, en quelque sorte, on a aujourd'hui une boîte à outils avec une procédure, on va dire, qui vous permet de mener les projets de façon assez simple. Donc, la première étape, bien entendu, c'est d'initier son projet. Donc, pour initier son projet, on va mettre à la disposition des maîtres d'ouvrage et des acteurs des outils. Tout d'abord, pour voir si le solaire est pertinent, puisque il est bien évident que le solaire n'est pas pertinent partout. Donc, il faut que les besoins d'eau chaude et que la configuration soit adaptée au solaire thermique. Donc, pour ça, on a plusieurs guides à votre disposition, mais également un logiciel qui s'appelle Outisol, qui permet en quelques clics, en 5 minutes, de faire une première évaluation économique du projet, de voir si le solaire est intéressant pour ce projet en particulier, s'il est rentable, s'il va pouvoir être réalisé. Ça va donner quelques idées de la surface nécessaire, ça va donner quelques idées du volume de stockage également, et aussi du coût et des aides, et donc de la viabilité du projet au niveau aussi économique. On vous propose aussi, sur cette période de pré-programmation et d'avant-projet, de prévoir dès à présent une procédure de mise en service dynamique et de suivi sur lequel je reviendrai tout à l'heure un peu plus en détail. Ensuite, une fois qu'on a décidé qu'on allait se lancer dans un projet de chaleur solaire, il faut bien entendu choisir son équipe. Donc pour ça, vous pouvez aussi retrouver sur le site Socol des informations concernant la formation et la qualification. Chaque partenaire que le maître d'ouvrage va pouvoir choisir va pouvoir bénéficier d'une formation à minima en ce qui concerne notamment la formation Socol exploitant, mais aussi de qualifications, donc au niveau des bureaux d'études avec les qualifications OPQIBU RGE, donc la 2010 pour les études et la 2014 pour l'ingénierie. Et puis, pour les installateurs, la formation Calisol collectif ou équivalent, donc avec le Calibat. Voilà, donc vous avez toutes les informations et également les informations par rapport à l'éligibilité au niveau du fonds chaleur sur le site Socol. Ensuite, une fois qu'on a démarré son projet et qu'on a choisi les acteurs, eh bien, les acteurs vont pouvoir s'appuyer sur les bons outils pour s'assurer que l'installation fonctionne correctement et qu'elle soit le plus fiable et performante possible. Donc pour ça, des outils de dimensionnement, donc la fiche ratio de dimensionnement sur le solaire thermique, notamment, qui est bien connue aujourd'hui des bureaux d'études, la schémathèque avec les schémas Socol, donc qui sont notamment repris par l'ADEME pour le fonds chaleur, l'accès à des logiciels de dimensionnement et des outils de dimensionnement spécifiques qui vont pouvoir accompagner notamment le bureau d'études sur les différentes parties de l'installation ou différents styles d'installation. Donc, on va avoir un guide, par exemple, si on souhaite inclure le bouclage, donc réchauffer la boucle d'eau chaude également par le solaire, des installations spécifiques comme le technique, et puis des installations notamment pour le piscine. Donc là, la liste n'est pas exhaustive, mais je vous ai mis notamment les guides les plus récents. Donc, on voit ici quelques guides. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour les consulter. La fiche ratio qui a été mise à jour en 2021, donc qui est un peu plus complète. Les schémas Socol que vous pouvez également donc télécharger sur le site Socol. Une fois que vous avez passé la partie dimensionnement conception, eh bien, on va passer à la réalisation de l'installation. Et donc, on s'est appuyé pour garantir une procédure qualité sur les installations qui fonctionnaient. Donc, l'idée, c'était de se dire, oui, dans certains cas, il y a eu des soucis. Donc, à quoi sont dus ces soucis? Eh bien, comment on les résout? Comment on garantit à ce que ces soucis n'existent pas? Et également, surtout, se concentrer sur les nombreuses installations qui fonctionnent et se dire, mais ça a fonctionné parce que. Et bien sûr, la principale raison d'une installation qui donne entièrement satisfaction au maître d'ouvrage, c'est que l'équipe de mise en œuvre fonctionne évidemment comme une équipe.
Donc, ça veut dire les rassembler autour d'une procédure commune et leur donner les moyens de fonctionner ensemble de façon fluide et simple. L'idée, c'est pas de rajouter des contraintes, mais bien au contraire, d'aider à une mise en œuvre et une mise en service fluide de l'installation. Donc, pour ça, on s'est rendu compte en fait qu'il était intéressant de s'appuyer sur une procédure de mise en service dynamique. Cette procédure va permettre de pouvoir s'appuyer sur des outils qui sont disponibles et en s'appuyant sur ces outils, on va pouvoir aussi documenter les étapes donc de l'installation. On va pouvoir donc s'appuyer sur la réception aussi avec des grilles sur lesquelles on va pouvoir faire en sorte que toutes les étapes de la réception sont bien là. Et ensuite, une fois que l'installation est mise en service, eh bien, nous allons pouvoir aussi s'assurer que la mise en service, les premiers mois, fonctionne bien. Alors, pourquoi on a mis en place cette procédure? Eh bien, on s'est rendu compte que souvent, entre justement la réception, qui était plutôt une étape statique, et le démarrage de la vie de l'ouvrage, il y avait parfois une période de flottement. Et également, on avait un manque de documentation à la réception, donc qui était embêtant à la fois pour le maître d'ouvrage, mais aussi beaucoup pour l'exploitant. Et parfois également, dans le pire des cas, une mise en service qui était trop précoce de l'installation. Et donc, dans ce cas-là, c'était très embêtant. Si on mettait l'installation en service et que les utilisateurs n'étaient pas là pour puiser l'eau, ça pouvait endommager l'installation. Parfois aussi, le suivi n'était pas effectué correctement, mis en route correctement. Donc, par rapport à ça, nous avons travaillé avec les experts Socol sur l'élaboration d'un certain nombre d'outils. Donc, ces outils de mise en service dynamique, ils vont permettre de documenter cette étape parmi les premiers mois, les 3 à 6 premiers mois. À partir du moment où l'installation est réellement mise en service, là, on va pouvoir s'appuyer sur des outils. Donc, bien entendu, ces outils, ils vont permettre dès le départ au maître d'ouvrage de demander à ce que les acteurs qui vont répondre, par exemple, au marché, s'engagent dans cette procédure. Donc, pour cela, le maître d'ouvrage peut télécharger gratuitement une clause type qu'il va pouvoir intégrer à ses documents de marché. Ensuite, au fur et à mesure que les acteurs sont connus, ils vont signer une charte d'engagement qui va faire en sorte qu'on va rentrer dans la procédure de mise en service dynamique dès que la mise en service est là. Là aussi, cette charte, elle est téléchargeable gratuitement sur le site Socol. Et au moment où on en a besoin, les outils sont là pour pouvoir mettre en place cette mise en service. Donc, il y a des points de contrôle, il y a également, on s'assure que la documentation est là, et évidemment, pendant les premiers mois de vie de l'installation, les acteurs vont pouvoir s'appuyer sur ces outils pour tenir un véritable carnet de bord, et ce carnet de bord va ensuite être remis au maître d'ouvrage et à l'exploitant. Cette procédure, elle permet donc de s'assurer que l'installation fonctionne conformément à ce qui était prévu. Elle va aussi permettre de pouvoir rectifier certaines choses si on se rend compte que la performance n'est pas tout à fait celle ou alors que certains organes ont besoin d'être rectifiés. Donc tout cela, comme ça, va être documenté et l'exploitant aura connaissance de tout ce qui a été fait. Et donc, il prendra en main l'installation beaucoup plus facilement. Ça permettra aussi d'avoir une maintenance plus légère et donc de réduire le coût de la maintenance. Ensuite, une fois que cette mise en service est réalisée et donc qu'on est satisfait qu'elle fonctionne, l'installation fonctionne correctement avec les bonnes performances, eh bien, nous allons rentrer dans la période de suivi et là aussi, tous les acteurs peuvent s'appuyer sur des outils spécifiques au suivi sur le site Socol avec non seulement des fiches qui vont donc l'orienter sur le type de suivi, mais également des fiches de relevé de fonctionnement, des tableaux de bord, des contrats types également pour le suivi, également pour la maintenance. Et donc, cela permet encore une fois, en se connectant sur le site Socol, d'avoir accès à un nombre d'outils qui sont mis à disposition de la filière, donc des maîtres d'ouvrage et des acteurs, pour pouvoir mettre en place toute cette procédure en allégeant les démarches. Donc ici, par exemple, une fiche
qui permet déjà de choisir le bon niveau de suivi en fonction des attentes du maître d'ouvrage et aussi de la taille de l'installation pour pas, par exemple, partir sur un suivi surdimensionné. On a également un catalogue. Ce catalogue répertorie les services et les produits qui sont disponibles sur le marché français avec une idée du coût pour chaque niveau de suivi. Et on a également un cahier des charges des 3 fonctions qui permet d'accompagner aussi les acteurs. Voilà, des tableaux de bord, comme je le disais, des contrats types. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller sur le site. Ce site, comme je le disais, donc tout est en accès libre et gratuit. Pour vous connecter sur la partie membre et avoir accès à d'autres informations en plus, comme par exemple le replay des webinaires, il vous suffit de remplir ces quelques cases et on vous inscrit et vous avez accès en plus au replay et à la newsletter Socol. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis je vous invite aussi à vous inscrire aux États généraux de la chaleur solaire, donc qui auront lieu le 15 juin prochain. Donc les intervenants seront réunis à Vannes, donc à côté de Vannes, dans le Morbihan, très exactement à Grandchamp. Et les participants, eux, pourront se connecter à distance. Donc l'inscription est gratuite, n'hésitez pas. Ça vous permettra de bénéficier de conférences. Le matin, il s'agit d'une conférence plénière, donc avec des informations notamment sur le positionnement du solaire dans la future RE 2020, un retour sur le marché, sur les aides, et puis un focus sur l'industrie. Et puis l'après-midi, des conférences thématiques. Donc, on reviendra sur les nouveautés du Fonds Chaleur ADEME 2020-2021. Il y aura un focus sur le SSC pour le chauffage également et le panneau hybride. Donc ça sera également des conférences thématiques sur les bases du solaire thermique pour les publics un peu plus débutants et également une conférence sur le stockage de la chaleur solaire collective. Donc là, c'est pour les publics un peu plus avertis. Donc, vous retrouvez tous les détails sur le site États généraux de chaleur solaire 2021, donc sur Internet. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire. Là aussi, la participation, l'inscription, c'est gratuit. Voilà, je vous remercie pour votre participation et votre suivi donc de cette première partie. Ma collègue va lancer un petit sondage pendant que je passe la main à Adrien Vassilevski pour l'ADEME de Direction régionale Occitanie qui va vous présenter l'accompagnement de la chaleur solaire par l'ADEME en Occitanie. Donc, si vous avez la possibilité de répondre rapidement à ce petit sondage pendant ce temps-là. Et puis, donc Adrien, je te passe la parole pour la suite de la présentation. Merci Edwige. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Oui. Et il faut par contre peut-être le mettre en plein écran parce que là, on voit la diapositive suivante. Ah, d'accord, ok. Merci. Est-ce que c'est bon cette fois? Alors là, on voit un écran noir. Là, on voit le début du diaporama. Est-ce que ça prend tout l'écran? Là, on voit le défilement des diapositives, mais par contre, on est toujours avec la diapositive suivante. Ah.
Ça devrait être bon Là, maintenant. c'est bon, ouais, c'est parfait. Par contre, on ne t'entend pas, Adrien. Oui, je peux commencer du coup? Oui, vas-y, vas-y. Si. Oui, oui, Donc, le sondage est clos, pardon, merci. d'accord. Donc, bienvenue à tous. Donc, je m'appelle Adrien Vasilevski et donc je suis référent solaire thermique dans le cadre du dispositif du Fonds Chaleur au sein de l'ADEME Occitanie. Et donc, je vais vous présenter ce dispositif. Donc, le Fonds Chaleur, il part d'un constat qui est que la chaleur en France représente 42% de la consommation énergétique et 21% de cette chaleur est aujourd'hui renouvelable. Donc, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte définit des grands objectifs qui sont donc la réduction des gaz à effet de serre de 40% à échéance de 2030 et les diviser par 4 à échéance de 2050. Également augmenter la part des énergies renouvelables qui était de l'ordre de 15% de la production énergétique en France en 2014 à 23% donc, en 2020, nous y sommes, et à 32% à la fin de cette décennie. En 2030 également, nous devrons arriver à 38% de la consommation finale de chaleur en ENR et 15% de la consommation finale de carburant. Et enfin 10% de la consommation de gaz convertie en ENR. Également multiplier par 5 la quantité de chaleur d'énergie renouvelable et de récupération distribuée par des réseaux de chaleur. Et donc, la PPE donc, fixe pour 2023 et 2028 des objectifs de consommation de chaleur renouvelable pour être en capacité d'atteindre ces objectifs donc, qui sont présentés sur ce graphique. Pour rappel, la PPE, donc, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, le fonds chaleur, il a pour objectif principal de développer donc, la chaleur renouvelable. Il a été mis en place en 2019 et il finance des projets donc, de solaire thermique, de récupération de chaleur fatale, qui sont donc de la récupération de chaleur perdue, principalement sur process industriels. Également des systèmes de méthanisation, de géothermie sur nappe ou sur aquifère, ou sur champ de sonde, et enfin de l'énergie produite par biomasse. Depuis 2019, le Fonds Chaleur a aidé un peu plus de 6000 installations, dont un peu plus de 1900 pour le solaire thermique. Ses principaux objectifs sont de répondre aux objectifs ambitieux du développement de la chaleur renouvelable et de la réduction des GES présentés précédemment, soutenir le développement de la production de chaleur issue de ressources renouvelables, et également accompagner la compétitivité par rapport aux énergies fossiles, favoriser l'emploi et l'investissement. Et donc, les sites concernés sont des sites agricoles, industriels, également tertiaires. Et donc, pour cette année, le budget alloué au fonds chaleur est de 350 millions d'euros. On peut voir, comme l'a présenté Edwige tout à l'heure, que la région Occitanie est particulièrement propice à l'installation de capteurs solaires. Grâce au fonds chaleur, donc à environ 3000 m² de surface de capteurs solaires thermiques ont été installés de 2009 à 2020.
Et donc, on compte environ 1658 installations en France métropolitaine. Donc, le Fonds Chaleur, il soutient déjà donc l'animation sur le territoire. J'y reviendrai à la fin de ma présentation. Il aide les porteurs de projets à la décision, donc au travers de diagnostics, d'études d'accompagnement de projets et également d'aide à la maîtrise d'ouvrage. Et enfin, il accompagne principalement l'investissement, donc pour l'installation de production de chaleur renouvelable, également l'ensemble des autres solutions de production de chaleur, et également à la création et l'extension de réseaux de chaleur. Pour ce qui est donc des autres aides en dehors de l'ADEME, nous pouvons avoir des accompagnements de la région et également des aides nationales. Pour les gros projets solaires thermiques, et j'y reviendrai, il y a également des appels à projets grande surface solaire. L'ensemble des demandes d'aide et donc de dépôt de dossier auprès de l'ADEME se font via le site Agir pour la transition, donc qui se trouve en bas à droite de l'écran. Donc, pour ce qui est de l'aide à la décision, on a donc des études de diagnostic qui permettent un état des lieux approfondi à caractère technique et organisationnel de la situation, avec une étude critique et comparative des différentes solutions envisagées. Et également l'accompagnement de projets qui regroupe différentes missions de conseil qui permettent d'accompagner le maître d'ouvrage dans la réalisation de projets et notamment la détermination de sa faisabilité. Donc, pour une petite entreprise, donc moins de 50 employés, on peut atteindre une aide qui va à peu près à 70%. Et donc, pour une grande entreprise, 50% des dépenses de l'étude qui sont plafonnées donc pour une étude de diagnostic à 50 000 € et pour une étude d'accompagnement de projet à 100 000 €. Donc, par expérience, en général, je reçois donc des demandes d'aide pour des études de diagnostic qui oscillent entre 3 000 et 7 000 € de demande. Et donc, ce sont principalement des petites entreprises qui obtiennent un cofinancement ADEME Région qui va jusqu'à 70%. Donc, les opérations éligibles sont donc des opérations utilisant des capteurs solaires thermiques à circulation de liquide pour la production d'eau chaude collective et donc aujourd'hui maintenant qui peuvent être utilisés pour le chauffage à destination des logements collectifs, du secteur tertiaire, de l'industrie et de l'agriculture, ainsi que des opérations couplées à des réseaux de chaleur. Pour être éligible, donc, les installations doivent au préalable avoir été sujet d'une étude réalisée par un bureau d'études agréé RG ou équivalent, respecter des exigences de dimensionnement, donc j'y reviendrai par la suite, obtenir un niveau de productivité minimum selon le secteur géographique et respecter des exigences de suivi des performances et de maintenance, notamment à travers la mise en service dynamique exposée par Edwige. La modalité de calcul de l'aide donc, est comprise pour une aide forfaitaire pour une surface de 25 à 500 m² de capteur et pour une analyse économique qui s'applique à des opérations qui sont supérieures à 500 m². J'y reviendrai également. Donc, pour les bâtiments neufs, il faut savoir que si le coefficient d'énergie primaire donc de ce bâtiment est supérieur donc si la mise en place d'un système d'ENR permet d'économiser 15% de plus que ce coefficient d'énergie primaire, alors l'installation devient aussi éligible dans le neuf avec les mêmes subventions qui peuvent être présentées sur les autres bâtiments. Donc encore une fois, toutes ces recommandations sont présentes sur le site Socol. Donc, pour le financement des investissements en 2021, donc encore une fois, l'aide forfaitaire, donc pour rappel, une aide forfaitaire est donc une aide qui dépend des performances de l'installation, donc, et donc qui est comprise pour des installations allant de 25 m² à 500 m².
dépend donc du secteur géographique, selon si nous sommes en zone méditerranéenne en rouge, en zone sud en jaune et en zone nord en blanc. Et donc, les aides forfaitaires vont de 40 à 50 euros du mégawattheure solaire utile sur 20 ans. Et donc, la productivité minimum attendue sur les différentes régions vont de 350 kWh utiles par mètre carré par an à 450. Il existe une articulation fonds chaleur C2E. Alors, pour rappel, les certificats d'économie d'énergie ne sont pas une aide publique. Donc, c'est pourquoi elles peuvent être combinées à des aides publiques comme le fonds chaleur. Il n'est pas possible de cumuler C2E et fonds chaleur pour une surface de capteur inférieure à 500 m². En revanche, au-delà, il est possible de pouvoir associer donc les fiches d'opération standardisées appliquées au chauffe-eau solaire BAR donc dans le tertiaire, donc dans les bâtiments tertiaires, au-delà de 500 m². Vous pouvez retrouver ce tableau directement dans les conditions d'éligibilité qui se trouvent sur le site Agir pour la transition écologique. Pour l'année 2020, donc, il existe de nouveaux systèmes solaires qui peuvent être donc éligibles. Les systèmes solaires combinés, donc, qui ont pour intérêt de produire de l'eau chaude sanitaire et également du chauffage pour les bâtiments. Donc, l'éligibilité de ces systèmes donc, sont de 250 m² pour des aides forfaitaires et pour des installations supérieures à 250 m². Donc, il faudra directement aller sur l'appel à projet grande installation solaire, donc, qui est présent également sur le site Agir pour la transition écologique. Également l'apparition des pompes à chaleur solaire, donc éligibles dès cette année. Et comme l'a exposé Edwige, donc une note d'accompagnement est en cours de validation par l'ADEME en collaboration avec Socol. Et elle sera disponible pour vous accompagner dans vos projets de parcs solaires à partir de juin de cette année. Donc, pour réussir un projet de solaire thermique, donc 6 étapes principales pour la conception du projet. Déjà, choisir un système de production et de récupération adapté aux besoins et au contexte du bâtiment en fonction de la consommation d'eau chaude et de chauffage, se référer aux consommations des années précédentes. Je conseille également donc de pouvoir réaliser donc des travaux de performance énergétique des bâtiments pour pouvoir optimiser la production de chaleur et la consommation. Ensuite, définir un plan d'approvisionnement visant quantité et qualité, donc qui va de soi. Bien dimensionner le projet d'un point de vue thermique et avec des équipements adaptés. Réaliser une analyse économique et financière, donc qui peut être inclus dans l'étude de faisabilité financée également dans le cadre du fonds chaleur. Évaluer son impact environnemental et social, eh bien parce que le gain en émission de grammes de CO2 va être pris en compte lors de l'instruction du dossier de fonds chaleur. Et enfin, s'entourer de professionnels formés et qualifiés. Et également, ne pas hésiter à retourner sur la plateforme Socol pour tout questionnement. Donc, pour ce qui est de l'accompagnement, en fonction de votre département, vous aurez donc des missions chaleur renouvelable, donc mandatées par l'ADEME, qui seront donc à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et également pour vous accompagner dans le montage du dossier et les demandes de financement auprès de l'ADEME. Vous pourrez retrouver donc les numéros à appeler dans chacun des départements dans lesquels vous vous situez. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, merci Adrien. Alors, nous allons passer la parole à Nicolas Peffer de Texol. Et donc, de la même manière, merci de bien vouloir jouer le jeu de notre petit sondage.
Alors, Nicolas, ça va être à toi. Nicolas, tu peux démarrer. Très bien. Est-ce que l'affichage est bien visible? Oui, oui, très bien. Alors oui, on voit ton bureau avec la page PowerPoint. Merci. Alors, quelques retours d'expérience pratique sur le solaire thermique. Alors, je suis Nicolas Peffer, ingénieur solaire thermique chez Texol. Alors Texol, en quelques mots, c'est un bureau d'études, le premier bureau d'études indépendant spécialisé en énergie solaire. On est agréé RGE, comme le décrivait tout à l'heure Adrien. On existe depuis plus de 35 ans maintenant, avec un siège basé à Perpignan, mais également des agences en France, 35 collaborateurs répartis sur ces agences. On a également une agence sur l'île de la Réunion et quelques filiales Guadeloupe, Martinique et en Guyane. L'activité principale du bureau d'études, c'est la maîtrise d'œuvre de projets solaires, photovoltaïques ou thermiques, pour des clients publics et privés. On a également des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage technique, mais aussi juridique. On réalise des audits d'installations existantes qui sont en difficulté. J'y reviendrai tout à l'heure. On a également une activité de télésuivi photovoltaïque et solaire thermique pour des installations en fonctionnement. J'y reviendrai également tout à l'heure. On a une activité de formation pour diffuser les connaissances acquises sur les projets. Et enfin, on a une activité d'innovation et R&D pour rester à l'avant-garde sur les différentes technologies qui peuvent apparaître dans le secteur. La vision de Texol pour le solaire thermique en 2021, c'est plusieurs choses. La première chose, vous l'avez vu, le marché a subi un fort déclin, mais il y a un potentiel énorme si on arrive à rétablir la confiance. Pour rétablir cette confiance, il faut que les installations soient fiables. Un des conseils qu'on peut donner pour cette fiabilité, c'est la simplicité des installations. Pourquoi simplicité? Pour une facilité d'entretien et de maintenance des installations. Troisième chose, vous avez vu que le solaire thermique intervient pour les besoins de chaleur. Un point qui est primordial, c'est la production d'eau chaude sanitaire. Pourquoi l'eau chaude sanitaire? Parce que les besoins sont relativement réguliers sur l'année. Enfin, dernière chose, pour qu'il y ait véritablement un retour de la confiance sur le secteur, c'est que les acteurs qui participent au projet garantissent les performances des installations. Et donc, il y a un engagement réel des acteurs sur les performances des installations pour que l'installation dure dans le temps et assure un certain niveau de performance. Je vais vous donner quelques exemples de projets qui ont été réalisés. Alors, 3 types d'applications et 4 projets d'exemple. Première application, c'est pour l'hôtellerie, avec un exemple sur l'hôtel Plaza qui se situe à Poitiers, près du Futuroscope, une installation qui a été faite en 2016. Deuxième exemple du logement collectif, avec une réhabilitation d'une installation qui ne fonctionnait plus à Villeneuve-d'Ornon, près de Bordeaux, une installation donc, qui a été réhabilitée en 2019. Et troisième application, 2 projets. Premier projet, c'est la réhabilitation d'une installation dans un service de gériatrie, donc l'unité de soins longue durée Henri Choussat à Pessac, près de Bordeaux, réhabilitation qui s'est faite en 2019. Et deuxième exemple pour les maisons de retraite, c'est l'EHPAD Yéventine à Alenia, près de Perpignan. Donc là, c'est une installation neuve sur bâtiment neuf qui a été qui a été mise en service en 2017. Pour ces quatre projets, une caractéristique commune, 4 maîtres d'ouvrage qui étaient motivés pour faire du solaire thermique et qui étaient bien informés
par les acteurs, par le site Sokol, et également, comme le précisait Edwige, de bons échanges avec eux et entre eux pour mener à bien le projet. Pour ces projets, 3 configurations techniques. Pour la première configuration technique dans l'hôtel, c'est un chauffe-eau solaire collectif. Alors collectif pour le stockage, qui est commun à toute l'installation et qui va permettre d'assurer les besoins. Installation en autovidange, j'y reviendrai. Et pour le suivi des performances, à l'époque, c'était un contrat de performance énergétique solaire qui était demandé par l'ADEME. Deuxième application de logement collectif, c'est une configuration chauffe-eau solaire collectif individuel. Alors pourquoi individuel plutôt que collectif cette fois-ci? C'est parce qu'il y a un stockage par logement. Ici, c'est des logements collectifs. Il y a un stockage par logement qui est alimenté par l'installation. En parapluie, j'y reviendrai quand je vais vous montrer l'exemple. Et donc, comme je le disais, c'est une réhabilitation d'une installation qui ne fonctionnait plus. Pour l'application maison de retraite, la configuration est commune. C'est à nouveau un chauffe-eau solaire collectif. Et en eau technique, pourquoi eau technique? Car c'est imposé par la réglementation pour éviter les risques liés à la légionnelle. Pour la première, comme je le disais, nous sommes dans le cadre d'une réhabilitation, donc une installation qui ne fonctionnait plus. Et le deuxième, installation neuve, qui a été aidée par le fonds chaleur de l'ADEME. Dans le détail, première installation, l'hôtel Plaza près de Poitiers. Chauffe-eau solaire collectif classique en autovidange. On a le schéma à droite de l'installation. On a 160 mètres carrés de capteurs Wiesmann, plus particulièrement Vitosol 100 FM. C'est des capteurs qui ont une technologie particulière au niveau de la surface de l'absorbeur des panneaux. Et il y a une surface bien particulière qui se nomme Therm Protect et qui permet de limiter la surchauffe du capteur en changeant l'émissivité de la surface en fonction de la température du panneau. C'est-à-dire qu'à partir de 75 degrés dans le capteur, la configuration cristalline de la surface change et l'émissivité des panneaux augmente, ce qui augmente les pertes et diminue le risque de surchauffe. On a en termes de stockage solaire 9 mètres cubes de stockage répartis sur 3 ballons de 3000 litres. C'est les 3 ballons que vous voyez en bas sur le schéma. Et les 11 ballons que vous voyez sur le haut, c'est l'appoint électrique. Alors pourquoi électrique? Parce qu'il n'y avait pas d'arrivée de gaz sur le site. Et pourquoi autant de ballons? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas la place de mettre un seul ballon d'un volume aussi conséquent. Donc je disais installation en autovidange. Alors autovidange, c'est un système qu'on préconise souvent chez Texol pour également limiter le risque de surchauffe. Donc c'est ici une sécurité supplémentaire par rapport au revêtement Therm Protect des capteurs et qui limite le risque de surchauffe et aussi qui protège l'installation contre le gel en plus du glycol en hiver. Coût des travaux pour cette installation, 140 000 €, plus 13,5 kg € pour la maîtrise d'œuvre, avec une aide qui s'élevait à 63% pour ces coûts. Au niveau de la prévision des performances, on était à 93 MWh solaires utiles par an, un taux de couverture de presque 50% et une productivité annuelle de 570 kWh par mètre carré par an. Alors pour se situer, Poitiers, on est dans la Vienne, on devrait obtenir au minimum 400 kWh par mètre carré par an. Ici, prévisionnel, on espérait obtenir soit 570 kWh, donc un peu plus. Ici, vous avez le suivi effectivement réalisé sur l'installation. Donc, au niveau des histogrammes, on a des barres grises qui correspondent à la consommation d'eau chaude sanitaire qui était prévue, et en vert, ce qui était effectivement obtenu. Donc, vous voyez que systématiquement, on a une consommation qui est légèrement inférieure
à ce qu'on avait vu d'obtenir, donc en l'occurrence 17% inférieur à la référence. Et au niveau des courbes, on a en courbe la courbe grise qui est la production garantie par le contrat de performance énergétique, et en noir, la production effectivement mesurée. Et on constate assez facilement que sur toute l'année 2019, on a eu une production réelle qui était supérieure à la production garantie, plus exactement 32% supérieure. Et au niveau de la productivité, tout à l'heure on a annoncé 570, on a effectivement obtenu 542, donc bien au-dessus des 400 qui est préconisé par l'ADEME et un critère à respecter pour cette zone-là. Donc c'est une installation qui fonctionne bien et le contrat de performance énergétique solaire a été respecté. Deuxième application, logement collectif. Donc c'était une installation qui ne fonctionnait plus et qui a été réhabilitée grâce à une aide de l'ADEME. Alors au niveau de la configuration, chauffe-eau solaire collectif individuel. Au niveau du schéma à droite, on voit 6 stockages, donc un stockage par appartement. En l'occurrence ici, il y avait 6 installations avec des capteurs et ces 6 installations alimentaient 100 logements, donc un stockage par logement. On est ici avec un système sous pression, différent du précédent qui était en auto-vidange. On a 170 mètres carrés de capteurs plans et au niveau du stockage, pour ces 100 appartements, on arrive à un total de plus de 18 000 litres de stockage. Le coût total de l'installation, 360 000 €, dont 28% d'aide ADEME, ce qui est conséquent pour ce type d'installation. Donc c'était une réhabilitation, audit réhabilitation, qui est un dispositif expérimental mis en place par l'ADEME, on va y revenir juste après. Quelques photos de l'installation, les capteurs, les pompes. À droite, vous avez l'emplacement des dispositifs de mesure de performance de l'installation. Donc en bas, on a le ballon solaire, à gauche, on a l'énergie produite par les capteurs, et à droite, on a la mesure de l'énergie solaire utile. Donc c'est cette mesure-là qui est prise en compte. Ici, les performances de l'installation mesurée, chaque colonne représente une des 6 installations, mensuellement ce qu'elle produit. On a le cumul total pour les 6 installations. On obtient 818 kWh par mètre carré par an. L'installation fonctionne correctement. Troisième application, premier exemple, l'hôpital près de Bordeaux. Donc c'est un service de gériatrie, une unité de soins longue durée. C'est une configuration chauffe-eau solaire collectif, donc un stockage commun pour toute l'installation. En eau technique, donc pour éviter les risques liés les risques sanitaires liés aux salmonelles. Installation en auto-vidange comme la première que j'ai présentée. On a 56 mètres carrés de capteurs solaires thermiques qui viennent alimenter un ballon solaire de 2500 litres. Coût de l'installation, 70 000 € de travaux, plus 5 000 € de maîtrise d'œuvre et une aide ADEME qui s'élève à 50%. Au niveau du prévisionnel des performances, on espère obtenir 31 MWh solaires par an, avec un taux de couverture d'au moins 56% et une productivité annuelle de 560 kWh par mètre carré. On est au niveau de Bordeaux. Le critère indiqué par l'ADEME, c'est 400 kWh par mètre carré. Ici, on espère obtenir 560. Quelques précisions sur l'installation. Donc, on a au-dessus les capteurs sur la toiture terrasse disposés en portrait. Et en dessous, on a le schéma de l'installation avec les éléments utilisés pour la régulation. Donc ici, c'est une régulation très simple. C'est un système sur horloge qui vient activer la pompe de décharge. Donc c'est-à-dire qu'à heure régulière, on vient activer la pompe pour alimenter l'échangeur de décharge. Et à droite, vous avez entouré en bleu, à droite du schéma, vous avez la mesure des
du volume de puisage, et au milieu, entourer les mesures de température de l'installation, donc pour mesurer ses performances. Au niveau des performances réelles de l'installation, on a ici la courbe de suivi, un peu comme tout à l'heure. Cette fois-ci, au niveau de l'histogramme, la consommation de référence en gris, en bleu, la consommation effectivement mesurée. Ce qu'on constate, c'est qu'au mois de février, mars et avril, ici, il y a une consommation très importante. C'était lié à un problème de mesure, donc qui a été détecté grâce au suivi. Et au niveau des courbes, on a en gris la production qui était garantie et qui devait être respectée par l'installation, et en vert, la production effectivement réalisée sur l'installation. Ici, on a à nouveau une production qui est respectée par rapport à ce qui était garanti. L'installation fonctionnait bien. Et le problème qui a été détecté au mois de février, mars et avril a été rétabli. Dernier exemple, la maison de retraite, donc la Liéventine à Alenia, près de Perpignan. On a sur la droite une photo de l'installation avec les capteurs en paysage. Donc c'est des capteurs solaires thermiques de Dietrich, 28 mètres carrés exactement. C'est une installation en autovidange et eau technique, à nouveau eau technique pour des raisons sanitaires, donc c'est imposé par la réglementation dans le domaine médico-social. On a un ballon solaire 2500 litres, le coût de l'installation presque 35 000 € de travaux pour 5 000 € de maîtrise d'œuvre, aidé par l'ADEME et par la région Occitanie, à une valeur de à un pourcentage de 56%, ce qui est conséquent. Économie annuelle prévue sur l'installation 2100 € par an d'économie, et ce qui donnait un temps de retour sur investissement de 7 ans. Donc une installation intéressante. Le type de contrat pour cette installation, qui je le rappelle est neuve, donc, venait d'être créée, c'est une garantie de résultats solaires avec un suivi détaillé qui a été réalisé par Texol. J'ai mis ici le lien vers le site ADEME pour aider à la subvention de ce type d'installation neuve. On a une photo de l'installation en chaufferie ici, à droite en blanc c'est le ballon solaire, et en bas on a le bilan de suivi de cette installation en 2019. Alors ce qu'on constate sur ce bilan, c'est qu'il y a une grosse différence entre les barres en gris qui sont la consommation ECS de référence et qui pour ce type d'établissement devait être relativement régulière sur l'année, et en vert, la consommation ECS effectivement mesurée, qui est très faible en été et très élevée en hiver. Alors, ce qui s'est passé, c'est un problème au niveau d'un mitigeur thermostatique qui a été détecté justement grâce au télésuivi détaillé et qui a permis de faire à nouveau fonctionner l'installation correctement. Pour le détail par les acteurs de cette installation, on va vous montrer une vidéo des acteurs de la maison de retraite d'Alenia près de Perpignan. Alors ici, je laisse la main à... Voilà. Alors nous nous trouvons ici à l'EHPAD d'Alenia. C'est un établissement qui est situé dans les Pyrénées-Orientales, donc dans un département très ensoleillé. Nous sommes un établissement récent, on a ouvert le 1er février 2017 et 77 personnes âgées vivent ici. Donc ici, on assure, comme dans tous les EHPAD, l'ensemble des prestations de soins, toilettes, douches, mais aussi tous les services de repas, le traitement du linge et l'entretien des chambres. Pour moi, le solaire thermique correspond particulièrement à nos besoins parce que dans nos structures, nous avons une très grande consommation d'eau chaude. On consomme à peu près 3 mètres cubes par jour. Et donc l'eau chaude solaire permet de couvrir une grande quantité de nos besoins. Par exemple, au mois de février, l'eau chaude solaire, c'est 88% de la production d'eau chaude pour notre établissement. Le solaire thermique, ça permet également de réduire nos coûts. Ça, c'est très important en EHPAD.
on avait une étude qui nous indiquait que l'utilisation de l'eau chaude solaire nous permettait des économies d'environ 2 000 € par an, donc c'est quand même non négligeable dans nos structures. L'installation en solaire thermique a coûté pour notre résidence 35 000 €. On a eu la chance de bénéficier de 20 000 € de subventions, des subventions du fonds chaleur de l'ADEME et aussi des subventions de la région. Le coût restant, 15 000 € et on a estimé qu'il sera amorti sur 7 ans. On est plutôt content du projet. Un EHPAD fonctionne 7 jours sur 7, tout au long de l'année, avec des besoins en eau chaude sanitaire qui sont stables dans le temps. Si bien que c'est l'équipement par excellence pour accueillir un système d'eau chaude thermique solaire. Ça facilite beaucoup le dimensionnement et ça permet d'avoir un équipement très bien dimensionné. Chaque année, c'est plus de 5 tonnes de CO2 qui sont ainsi économisées. On a vraiment un système de production d'eau chaude J'ai l'impression qui qu'on a un est petit problème de économe en son. énergie et qui est bon pour de mon l'environnement. côté. Alors pour cette installation solaire thermique, nous avons 12 panneaux solaires qui sont installés en toiture sur 2 rangées, donc ça fait une surface de 24 mètres carrés pour les panneaux solaires. Donc en chaufferie, on a un ballon pour le chaude solaire de 1500 litres qui est complété d'un ballon pour le gaz de 1000 litres environ. Vu qu'on est dans un EHPAD, on a l'obligation d'avoir un circuit primaire et un circuit secondaire. Tout ceci a un système de régulation et un système de suivi qui a également été installé pour faire de la télémaintenance. Une télémaintenance qui est simplifiée, qui permet tous les mois d'avoir un retour des équipes techniques qui sont sur site et des équipes techniques qui s'occupent de la maintenance en direct depuis Perpignan. La clé de réussite de cette opération, ça a été un échange permanent entre les différents acteurs, que ce soit la maîtrise d'ouvrage déléguée, les entreprises et les concepteurs, jusqu'à l'exploitant. Des échanges permanents qui ont permis à l'installation d'être dimensionnée avec les besoins les plus adaptés, des échanges avec les équipes de soignants qui ont permis de dimensionner les quantités d'eau chaude nécessaires pour chaque personne hébergée dans l'EHPAD, et également des échanges avec les cuisiniers pour savoir, couvert par couvert, quels étaient leurs besoins. Alors sur l'installation solaire thermique, nous on a un contrat de maintenance qui est inclus dans un contrat de maintenance global chauffage au chaude solaire qui est réalisé par Hervé Thermique, qui vient contrôler, démonter et nettoyer les ballons. Pour tout le reste du suivi de la maintenance, ça se fait en interne par notre équipe technique. Donc vraiment, on a un suivi. Ça, c'est vraiment une clé de réussite, je pense, dans ce type d'équipement. Ça permet de faire un lien avec l'installateur et le prestataire, qui lui nous a équipés d'un système de télé-suivi. Alors, le bilan que je fais de l'installation de l'eau chaude solaire thermique à la Limantina, il est très encourageant, il est positif. Je crois que c'est le cas de toutes les structures comme les nôtres qui ont de grandes consommations en eau et qui en plus sont situées dans un secteur très ensoleillé. L'autre plus, c'est qu'en tant qu'établissement public, je pense qu'on a un devoir d'exemplarité et ça nous permet de donner l'exemple en nous inscrivant dans une politique de responsabilité sociétale et il nous restera à communiquer là-dessus. Plusieurs conseils, peut-être sur des niveaux différents. Première chose, ne pas hésiter à structurer sa maîtrise d'ouvrage, s'entourer de personnes compétentes, trouver les personnes les plus adaptées au territoire sur lequel on travaille, définir les besoins de manière très précise. Donc là aussi, aller voir les équipes, travailler avec les personnes qui vont exploiter le bâtiment. Et enfin, dernière chose, c'est surtout ne pas hésiter à se lancer. Ça peut paraître compliqué, ça peut paraître difficile, mais on y arrive toujours avec un petit peu d'énergie et de bon sens. Alors, Nicolas, voilà, merci. Alors, je reprends. Donc, au niveau du suivi des installations, la prestation qu'on propose chez Texol, c'est 3 niveaux de suivi. Donc 3 niveaux de suivi pour le plus simple, les plus petites installations sur la droite, et vers les plus grandes installations et une complexité augmentée sur la gauche. Donc plus on va vers la gauche, plus le suivi est détaillé, plus les alertes sont précises et le pas de temps mesure est fin avec des équipements plus conséquents. Donc si vous voulez plus de détails sur ce type de suivi,
je vous invite à nous contacter sur l'adresse mail qui est sur la droite de la diapositive. Dernière chose, un point rapide sur le dispositif que j'ai mentionné sur des exemples que j'ai présentés. Donc c'est la procédure d'accompagnement de l'ADEME pour réhabiliter des installations qui sont en difficulté. Ce dispositif nécessite quelques critères à respecter pour les installations. Elles doivent au minimum avoir une surface de 25 mètres carrés de capteurs solaires thermiques et une ancienneté maximum de 20 ans. Les régions éligibles, c'est pas toutes les régions en France, mais quelques-unes, j'ai mis la liste ici, et il y a notamment l'Occitanie. Il est possible de faire des duos intéressants sur ces audits entre le bureau d'études et l'installateur, ou le bureau d'études et l'exploitant, pour remettre en selle l'installation. Au niveau de l'assiette d'aide, il s'agit de 20 000 euros et 50% d'aide apportée par l'ADEME, donc c'est-à-dire 10 000 euros. Et c'est, on le pense sincèrement, une véritable opportunité pour redonner envie de faire du solaire thermique et notamment pour ressusciter les installations qui ne fonctionnaient plus. J'ai mis ici le lien vers l'ADEME pour avoir les documents complémentaires pour se renseigner sur ce type de dispositif. Je vous remercie pour votre attention. On peut passer à la phase de questions si vous en avez. Merci beaucoup. Alors, nous allons d'abord procéder au petit sondage, au dernier petit sondage de cette session. Et puis ensuite, effectivement, nous allons pouvoir passer aux questions. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions dans le chat. Donc, la première question, je crois, elle concernait le coût élevé donc, des capteurs. La question, c'était des installations solaires thermiques. La question était pourquoi est-ce que ces installations, le coût est tellement élevé? Donc effectivement, il y a plusieurs éléments de réponse. Il est vrai qu'au niveau de la main-d'œuvre aussi, il y a des frais qui sont élevés. C'est aussi une question de marché. Au plus le marché sera dynamique, au plus il y aura d'installations, au plus voilà, les coûts fixes des installateurs baisseront et ça entraînera la baisse. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais j'ai envie de dire c'est la raison pour laquelle tous ces systèmes d'aide sont mis en place. Parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics sont conscients que le coût reste quand même relativement élevé. Donc ça permet d'accéder à la technologie et aux installations avec des aides qui sont disponibles. Mais c'est vrai qu'il faudrait entre guillemets, la pompe se réamorce afin de pouvoir permettre de générer du volume. Et c'est sans doute que ça permettrait aussi d'avoir ensuite la possibilité de voir une baisse plus importante des installations, comme on peut le voir aussi notamment en Allemagne, par exemple, ou dans les pays nordiques. Donc, il y avait d'autres questions. Alors, je vais essayer de voir. On n'aura peut-être pas le temps de toutes les prendre. Il y a des questions qui concernent l'ADEME. Il y avait une question avant de passer la parole à l'ADEME et à Texol pour le reste des questions. En fait, une des questions. Une des questions était sur les packs solaires. Excusez-moi. Une des questions était sur les packs solaires, donc par quoi elles étaient alimentées. Donc ce sont soit des capteurs type capteur soupe, capteur piscine, soit des capteurs PVT. On retrouve en fait la méthode fond chaleur, elle est parue. Donc, après, je vais passer la parole à l'ADEME pour compléter. Je crois que toutes les autres questions, elles s'adressaient à l'ADEME. Donc, je vais passer la parole à Adrien. Donc, il y avait une question. S'agit-il d'aide financière à des missions d'AMO? Et il y avait une question concernant le graphique que tu avais montré aussi, Adrien, sur l'évolution des consommations énergétiques parties d'énergie. Je crois que ça doit faire référence à la PPE.
Donc la question c'était, j'ai été frappée par vos projections. Est-ce que les consommations passeraient d'environ 160 à 240 en une dizaine d'années, plus 50%? Il me semblait que nous espérions un scénario à la négawatt avec avant tout des actions de sobriété. Ai-je bien vu? Donc éventuellement, on peut revenir sur ton graphique. Donc Adrien, je vais peut-être te laisser répondre sur ces questions-là. Oui. Alors, je retrouve. J'essaie de retrouver la question. Oui, je vais remettre la diapo peut-être. Je pense que c'est sur les objectifs PPE. La question, je peux te la relire si tu veux. Donc j'ai mis, je pense que c'est la bonne diapo à l'écran. Il y avait une question sur les aides financières. Est-ce qu'il s'agit d'aides à des missions d'AMO? Et ensuite, une question, je n'ai pas eu le temps de bien voir le graphique représentant l'évolution des consommations. Donc c'est celui qui est à l'écran, donc j'ai remis. Alors, pour les questions de l'AMO, en effet, donc au même titre que les études, pour les petites entreprises, elles peuvent être accompagnées donc, pour l'aide à la maîtrise d'ouvrage à hauteur de 70% et donc 50% pour les grandes entreprises, plafonnées à 50 000 euros. Merci. Et donc voilà le graphique. La question était sur les consommations en fait, sur le scénario de niveau des consommations. Alors, l'évolution des consommations énergétiques par type d'énergie a été frappée. Et en fait, je pense que ça fait référence entre 2017 et le scénario B de 2028 au fait que on n'est pas sur une. Mais ça, c'est les objectifs de la PPE en fait, sur lesquels effectivement on est. Ils ont été inscrits de cette façon, et si vous voulez, ce qui est inscrit, c'est la part d'énergie renouvelable qui va être prise sur la consommation énergétique actuelle, et pas l'augmentation de la consommation. Oui, parce qu'en fait, là, c'est uniquement les renouvelables qui sont indiqués. Et donc, en fait, c'est la part des renouvelables dans le mix en fait énergétique. Donc, qui va passer de. Peut-être que c'est mal expliqué, mais Oui, oui, en effet. c'est ça. C'est pas une augmentation brute des consommations, c'est une augmentation des renouvelables dans la consommation. Tout à fait. C'est ça. Merci Adrien. Je crois qu'ensuite c'était des questions pour Texol. Alors, est-ce que Texol a eu l'occasion de travailler sur des couplages solaires thermiques avec bois énergie pour assurer la totalité des besoins, notamment sur des établissements de santé? Et après, quelle est la viabilité du solaire dans ce cas-là? Et après, il y a des questions sur le chantier de l'hôpital. Donc, Nicolas, je ne sais pas si tu veux répondre à ces questions. Donc alors moi, ce qui est particulier, c'est que je n'arrive pas à lire les questions, donc c'est peut-être lié au fait que je sois seulement intervenant. Donc Non. la première question, la première question, donc tu disais que c'était le solaire thermique avec des Avec du chaudières bois. biomasse. Oui, Ouais. est-ce que Texol a eu l'occasion donc de travailler sur des chantiers avec du couplage solaire thermique et bois énergie pour assurer la totalité des besoins, notamment sur des établissements de santé? Sur des établissements de santé, je n'en ai pas connaissance. Alors peut-être que mes collègues à Texol ont déjà travaillé sur ce type de projet, mais pour des établissements de santé, ça ne me vient pas à l'esprit. Non. Après, c'est vrai que c'est un couplage qui est potentiellement bois énergie et solaire thermique. Effectivement, ça peut être une solution pour assurer la totalité des besoins, quel que soit l'établissement. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de restriction
particulière, hein, puisqu'on peut répondre quelle viabilité du solaire dans ce cas-là. En fait, alors je sais que dans certains cas, alors c'était pas forcément des établissements de santé, mais il me semble qu'on a eu des retours d'expérience où le solaire permettait de couper la pointe bois une partie de l'année, ou en été. Oui. Voilà. Donc ça, c'est sûr que C'est ça, il y a une nécessité de disposer tout de même d'une certaine flexibilité de la chaudière biomasse pour pouvoir laisser au solaire la priorité sur la production. Ça, c'est important. Oui. Mais c'est ça, il me semble qu'on a des exemples qui ont été donnés dans des webinaires ou des conférences dans lesquelles, effectivement, il y avait cette priorité. Donc, on pouvait couper le bois, notamment pendant l'été, et le solaire subvenait aux besoins en eau chaude sanitaire. Et ensuite, ben, la chaudière bois, on l'a réenclenchée à partir du moment où le solaire ne suffisait plus sans appoint, quoi. Après, il y avait une autre question. Chantier de l'hôpital, l'échangeur entre les deux ballons peut être supprimé. Référence, retour d'expérience. Je ne sais pas, c'est peut-être une question un peu plus technique. Peut-être qu'après cette personne-là, il peut y avoir un échange qui se fasse en dehors du... Ça a l'air d'être une référence, retour d'expérience 3. Je pense que c'est une question par rapport au schéma. Est-ce qu'on peut Sur supprimer l'hôpital de l'échangeur près de entre les Bordeaux. deux? Ouais. Est-ce qu'on peut supprimer l'échangeur? Et je pense que là, ça serait mieux qu'on vous mettiez en contact directement s'il y a des questions précises sur le schéma, parce qu'on ne va peut-être pas rentrer dans le détail de chaque schéma. Ouais. Quels exemples documentés auriez-vous de panneaux installés en façade en guise de casquette ou de garde-corps fixés à des coursives, par exemple? Là aussi. Quels exemples? C'est-à-dire une installation qu'on ait faite Oui. avec ce type d'installation? Oui. Très récent, par exemple, on a un exemple d'une installation qui vient d'être réalisée au niveau de à Perpignan, au niveau de la police municipale. Donc on a des capteurs qui sont en façade justement du bâtiment. Très bien. Donc si la question de me demander est-ce que ça existe, oui, ça existe et ça fonctionne. Donc il faut un support qui supporte le poids des capteurs, qui soit bien installé au niveau de la façade avec évidemment le passage des tuyaux qui se fait dans la façade avec un siliconnage pour éviter la pénétration de l'humidité ou des eaux de pluie. Bon, c'est un exemple qui fonctionne. Il y a aussi une étude, enfin un projet, c'est plus qu'une étude maintenant, c'est un projet qui est en cours, qui a été initié aux États généraux de la chaleur solaire il y a 2 ans, qui est un projet entre GRDF et certains industriels qui vont permettre de proposer en fait des solutions kits, de solutions en fait, c'est des chauffe-eau solaires individuels avec justement des capteurs en casquette en fait au-dessus d'une fenêtre ou en mural, en tout cas sur la façade du bâtiment, directement reliés à la pièce dans laquelle se trouve la chauffe, enfin entre guillemets la buanderie ou la cuisine, là où se trouve le chauffe-eau et la chaudière. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a été détaillé dans les précédentes éditions des États généraux de la chaleur solaire. Si ça vous intéresse, cette solution, vous pouvez aussi la retrouver sur le site des États généraux de la chaleur solaire. Il y a une question un peu plus technique. Existe-t-il des vases d'expansion avec capteur de position de la membrane? Alors là aussi, on rentre un peu dans le détail. Là aussi, je pense que c'est cette personne. Enfin, je crois que c'est la même personne. Je pense que vraiment, il y a des questions qui sont très très précises sur certains points du schéma. Il est peut-être préférable de vous mettre en contact directement avec cette personne-là pour répondre à ces questions. Une question un peu plus générale, quel est le ratio production mégawattheure par mètre carré de capteurs installés
En fait, je ne sais pas si ça fait référence à une installation particulière ou à un... Je pense que ça fait référence à la présentation des exemples. Parce que bien sûr, ça va dépendre des installations. Voilà, je ne sais pas, c'est exprimé, je ne sais pas quand c'est exprimé, mais je crois que ça a été donné à chaque fois le nombre de. Oui, j'ai essayé, oui. Ouais. Après la présentation, vous allez, enfin, on va vous la faire parvenir, hein, vous aurez accès pour reprendre tous les éléments. Et également sur le site Socol, il y a un nombre assez important de fiches sur lequel est mentionné à chaque fois, sur ces exemples-là, il y a la productivité en kilowattheure par mètre carré par an. Ensuite, il y a une autre question. Pour un nouveau projet à date, quelle solution est plus compétitive? Panneaux solaires thermiques classiques ou panneaux PV, résistance électrique? La différence est dans l'entretien annuel et vie des équipements. Pour un nouveau projet à la date, quelle est la solution plus compétitive? La différence est dans l'entretien. Alors, ouais, en fait, on n'est pas sur le même ratio de kilowattheure au mètre carré, justement. Mhm. Donc, si on parle, je ne sais pas, Nicolas, si tu veux répondre à cette question. Mais... Bah, c'est une question qui revient souvent et une des réponses qu'on peut donner, c'est que ça dépend de la surface qui est disponible. Suivant le besoin, si la surface est conséquente, le photovoltaïque sera plus intéressant, mais si la surface est très restreinte, le solaire thermique devient plus avantageux parce qu'il produit plus pour une même surface que du photovoltaïque. Oui, c'est ça, c'est à peu près le ratio entre les deux. Je crois que c'est 2 à 3 fois la surface. Ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Alors ensuite, donc effectivement, oui, vous aurez accès au support de présentation. Donc ensuite, une question pour les installations individuelles. Est-ce qu'à chaque fois que c'est techniquement possible, il faut privilégier le chauffe-eau solaire à effet thermosiphon plutôt que celui à circulation forcée? Alors, en fait, là, en métropole, on utilise plutôt le système à circulation forcée. Le thermosiphon, c'est plutôt dans les DOM, et dans les régions. Il y en a beaucoup en Afrique du Nord, hein, notamment. Et beaucoup en Chine aussi. Et je crois qu'en plus, c'est une solution qui n'est pas aujourd'hui dans le fonds chaleur. Après, le problème également, c'est de prévoir, parce que il y a pas de, enfin, la circulation forcée, ça permet d'avoir recours aussi à la solution de l'antigel, qui n'est pas toujours au niveau du thermosiphon, selon les régions. Il faut prévoir un autre dispositif. Mais ça, après, au niveau de l'ADEME, c'est sûr que, bon, de toute façon, là, on parle de l'individuel, donc il n'y a pas d'aide. Et en tous les cas, ce n'est pas une solution qui est privilégiée au niveau de la métropole, ça c'est sûr. Après, ça peut être dans certains cas, je crois que dans des campings, ça a été utilisé, ils sont vidangés à la sortie de l'été, ils sont remis ensuite en route dès que le camping réouvre au beau jour, quoi. C'est vrai que c'est une solution particulière, ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter cette solution. Après, on va devoir, dans 2 minutes, on va devoir terminer. Je vois qu'il y a encore des questions. On pourra peut-être pas toutes les prendre. Il y a eu beaucoup de questions. Ce que je vous propose, c'est que comme il y a des questions qui sont vraiment très très spécifiques, on va peut-être faire comme un FAQ, en fait, une foire aux questions. Donc en prenant vos questions, et puis on va répondre, chacun va répondre, et puis ensuite ça sera également mis à disposition. Comme ça, toutes les réponses seront traitées et on aura vraiment le temps d'y répondre, parce que certaines sont vraiment en détail, je vois sur les présentations, et on n'aura pas le temps de les prendre. Donc voilà, je vous propose de faire ça.
Donc, on va vous proposer un résumé, en tout cas, des questions qui ont été posées. Je suis ravie qu'il y ait autant de personnes qui soient connectées, qu'il y ait autant d'intérêt, autant de questions. Le replay également du webinaire sera disponible, ainsi que la présentation, et puis donc cette foire aux questions sur la base des questions qui ont été posées. Vous avez également les coordonnées des personnes qui sont sur la présentation, donc vous pourrez aussi les contacter directement pour vos projets. J'espère que ça générera beaucoup de projets en Occitanie. Merci beaucoup donc à Adrien et à Nicolas pour votre intervention. Et puis, je vous dis à bientôt, j'espère, pour un prochain webinaire ou conférence en Occitanie sur la chaleur solaire. Et puis, bonne continuation, bonne journée et à bientôt. Et j'espère aussi à bientôt sur le site Sokol pour ce qui est des questions sur les outils en particulier. Merci. Pour ma part, je vous remercie également tous et du coup, n'hésitez surtout pas à nous solliciter pour des questions et des projets d'investissement sur le solaire thermique. Au revoir. Même chose pour moi, je vous remercie pour votre attention et si vous avez besoin d'avoir des réponses en particulier, vous pouvez me contacter ou contacter le télésuivi Texol dont l'adresse est sur la présentation. Au revoir à tous, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée.